Voilà, mais d'abord on va se présenter. Donc moi je suis Séverine Debat, je suis enseignante à la Haute École donc, de Fré et je suis psychopédagogue. Alors moi je m'appelle Soledad Ferreira, je travaille dans la même Haute École, c'est-à-dire la H2B campus de Fré, et je suis moi didacticienne du français, c'est-à-dire que je donne des cours de français, mais orientés pédagogie, donc didactique on dit, puisque c'est une discipline. Et donc en clair, on travaille le comment lire, comment écrire, et donc comment faire apprendre le français. Alors ce dont on va vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est un type d'activité qu'on mène avec les étudiants de Fré, plus particulièrement les étudiants de normale primaire, puisque on a choisi de parler de ce dispositif-là en particulier, et ce sont les ateliers de formation professionnelle. Alors, pour contextualiser, avant de vous expliquer réellement ce qu'on y fait, on va vous dire ce dont il s'agit. Donc, les ateliers de formation professionnelle, ce sont des journées durant lesquelles on va travailler autour d'activités en collaboration. Donc, le côté collaboratif est extrêmement important dans les ateliers de formation professionnelle, puisqu'il s'agit de collaboration entre les étudiants, c'est-à-dire les étudiants vont beaucoup réfléchir ensemble, en petits groupes, etc., afin de préparer des activités pour les enfants. Et puis, il y a aussi une collaboration des enseignants. On retrouve de manière générale au minimum 3 enseignants dans les AFP. Alors, on dit AFP, Atelier de formation professionnelle, comme ça c'est plus facile à dire, évidemment, un peu plus court. On va retrouver systématiquement un psychopédagogue, qui est celui qui, lui, va travailler tout au long de l'année avec les étudiants. On va retrouver un professeur de discipline, parfois 2 professeurs de discipline, on vous en reparlera après. Par exemple, un professeur de didactique du français, comme moi, ou un professeur de cours d'éveil, on vous expliquera aussi tout ça ensuite. Ces 2 enseignants qui sont présents au cours des différentes journées complètes, comme vous a dit Séverine, sont accompagnés, renforcés, c'est une équipe qui est renforcée par un maître de formation pratique, ici en l'occurrence un instituteur. Donc c'est quelqu'un qui est sur le terrain, encore au quotidien, qui travaille avec des enfants et qui vient nous accompagner, qui vient travailler avec le groupe, classe, pour finalement donner à voir la réalité du terrain, ce que lui fait dans sa classe. Il nous accueille aussi dans son école, il nous accueille dans sa classe, et puis il ouvre évidemment les portes d'autres classes où le groupe d'étudiants va pouvoir expérimenter. Alors Séverine vous a dit, vous préparez des activités. Effectivement, la particularité de l'AFP en normale primaire, c'est d'être construit de façon à vous amener à réfléchir toutes les étapes de construction d'une leçon, d'une activité dans des disciplines différentes. Et pour que cette activité soit préparée au mieux par les étudiants, on va, durant les AFP, travailler vraiment 2 grands axes qui vont venir constamment se renforcer l'un l'autre. C'est d'une part la pédagogie, donc comment est-ce qu'on fait devant un groupe d'enfants, comment est-ce qu'on fait pour maintenir leur intérêt, comment est-ce qu'on fait pour gérer le groupe classe, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a évidemment la didactique. Donc là, il y a le didacticien qui est là en renfort pour cette partie-là. Et l'objectif, c'est donc d'allier ce côté pédagogique et ce côté didactique, donc lié à une discipline, en l'occurrence ici avec Soledad, c'est le français. Autre articulation, au cœur même du dispositif AFP, c'est l'articulation théorie-pratique. Il va de soi que pour créer une activité dans une discipline, par exemple en français, il faut évidemment s'enrichir de savoirs, de contenus qui vont permettre à l'étudiant de développer des compétences. Et c'est cet enrichissement que les étudiants auront lu, auront construit avec nous, c'est ça qui va leur permettre après de travailler en pratique. Donc on voit bien le va-et-vient constant que vont faire les étudiants entre la théorie et la pratique. Peut-être dire aussi que c'est un travail, Séverine a déjà évoqué la notion de collaboration, c'est vraiment du travail collaboratif, et les étudiants travaillent en petits groupes. Et comme on est plusieurs enseignants, on peut vraiment encadrer au mieux ces petits groupes de façon à répondre aux besoins différents des groupes d'étudiants. Alors on a parlé de discipline, de didactique. Alors en fonction des années,
il y a différentes disciplines qui sont abordées dans le cadre des AFP. Donc quand vous êtes en bac 1, les AFP vont s'articuler autour de tout ce qui est activité d'éveil. Alors par éveil, on peut entendre soit l'éducation artistique, qu'elle soit musicale ou art plastique. Ça peut être les sciences humaines, hein, géographie, histoire, ou les sciences, biologie, etc. Donc ça c'est en première année. Et puis en deuxième année, là on va travailler autour des mathématiques et du français. Effectivement, donc on travaille, l'idée c'est de réfléchir à ces deux disciplines qui sont assez importantes, vous vous en rendez compte, dans une classe de primaire, quel que soit le degré où on se situe. Hein. Effectivement, on va faire des choses différentes en français et en maths entre 6 ans et 12 ans, mais on va toujours en faire. Et comme l'éveil a été abordé en bac 1, et bien en bac 2, l'AFP de bac 2, on va réfléchir à ces deux disciplines importantes. C'est pour ça qu'effectivement participe à l'AFP un didacticien du français et un didacticien des mathématiques. Mais il y a un troisième intervenant en plus, ce sont les TIS, donc les technologies au service des apprentissages, au service de l'école. Et donc on va réfléchir à comment utiliser par exemple un tableau interactif, comment utiliser certaines applications, mais au service, évidemment, d'un meilleur apprentissage des élèves. Alors, ça me permet de basculer sur un point qui nous tient à cœur dans cette AFP de deuxième, c'est la question de l'interdisciplinarité. Vous verrez qu'à Defray, on essaye d'être au plus près des pratiques des écoles. On est très orienté aussi pédagogie active, et donc on s'interroge, et ça fait un moment qu'on s'interroge en AFP Bac 2, sur la question de l'interdisciplinarité. Comment faire pour que, alors que quand nous allons dans les classes, les étudiants se rendent bien compte qu'on ne fait pas 1 heure de maths, 1 heure de français, 1 heure de géographie, mais que très souvent on articule tout ça. Comment faire pour que les étudiants puissent le tester, parce que c'est pas facile l'interdisciplinarité. Dans ces AFP de deuxième, eh bien, on propose aux étudiants de vivre un module où ils vont devoir créer une activité qui allie les mathématiques et le français. Et donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'en termes de questionnement pédagogique et didactique, on est vraiment dans un jeu de va-et-vient questionnant. Alors, voilà pour la présentation globale, on va dire, des AFP. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un dispositif didactique particulier en français qu'on travaille avec les étudiants donc, en deuxième année et qu'ils vont tester dans les classes. C'est ce qu'on appelle un cercle de lecture. Peut-être pour contextualiser, dire que évidemment, quand on travaille le français en deuxième, ben, on travaille le lire et on travaille l'écrire. Ça ne veut pas dire que quand ils lisent, ils n'écrivent pas, ou que quand ils écrivent, ils ne lisent pas. Mais c'est les compétences principales qui sont visées. Le cercle de lecture, c'est un dispositif pour le lire, dans lequel les enfants écrivent aussi, hein, attention, qui est tout à fait utilisable et indiqué, quel que soit le degré des enfants. D'ailleurs, on retrouve des cercles de lecture aussi dans le secondaire. Donc, on est vraiment là face à un dispositif très riche qui a le mérite, en fait, de permettre à l'enfant lecteur de développer réellement des compétences de lecture et donc de se voir améliorer ses compétences en lecture, de se voir devenir un meilleur lecteur. Vous direz, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que ce dispositif le permet? Eh bien, ce dispositif va exploiter des textes, des supports, qui sont au départ un tout petit peu résistants pour l'élève, un petit peu plus, hein, en fonction de ce qu'on construit. Donc en clair, l'élève tout seul passerait probablement à côté du message, à côté de certaines facettes implicites dans le texte ou dans le support complet. On verra qu'on peut travailler des supports qui ne sont pas que du texte, mais qui sont texte et images, on y reviendra. Et donc ces textes résistants qui donc vont poser problème, eh bien on peut imaginer que seul l'enfant n'arrivera pas à dépasser ces difficultés, mais par contre on va ici travailler une lecture qui est une lecture accompagnée, mais pas juste accompagnée par l'enseignant. On est là dans une posture différente de l'enseignant. D'abord les enfants vont en fait interagir sur leur lecture en petits groupes. Donc oui, donc concrètement, comment est-ce que ça va se passer?
Les élèves vont donc, comme l'a dit Soledad, recevoir un support. Alors bien souvent, on travaille autour des albums, mais on va vous en parler tout à l'heure. Et ils vont lire, mais pas tout l'album d'un coup. C'est-à-dire qu'ils vont lire l'album par étapes, et ces étapes, elles auront été déterminées préalablement par les étudiants. Alors on vous expliquera tout à l'heure quel est le travail réel de l'étudiant derrière ce cercle de lecture, et vous verrez qu'il est assez quand même important pour que ça se déroule bien. Et donc les enfants vont s'arrêter là où l'instituteur ou l'institutrice a dit qu'il fallait s'arrêter, et à ce moment-là on va leur demander des choses. Alors ces choses peuvent être différentes en fonction de l'âge des élèves, mais aussi sur un même album en fonction des différents arrêts prévus. Donc parfois ils vont discuter entre eux, hein. Alors parfois ils vont discuter simplement, et puis parfois ils vont discuter à partir de questions que l'enseignant aura posées. Qui sont en fait des questions qui lancent une discussion. Ce ne sont pas des questions fermées de compréhension du type est-ce que le personnage va faire cela ou est-ce que le personnage est content. Ce sont des questions qui amènent un vrai échange et qui en fait, sur base de la lecture de l'élève, vont amener le groupe à interpréter. Et l'interprétation, elle va devoir s'appuyer sur ce qui est dans le texte. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'élève lecteur est aidé par ses pairs si lui n'a pas vu quelque chose ou n'a pas interprété correctement, n'a pas bien interprété un indice, et il sort meilleur lecteur parce que la fois suivante, il fera attention à ces indices et il pourra s'en servir. En fait, il développe de nouvelles stratégies de lecture et des nouvelles stratégies de compréhension de texte. Alors, donc on a dit, parfois c'est en petit groupe, parfois ça sera individuel aussi. Donc parfois l'institut peut prendre la décision de laisser l'enfant réfléchir seul. Et puis parfois il y a aussi des moments collectifs, c'est-à-dire toute la classe avec l'enseignant. On réfléchit, on discute, on se relance les uns les autres à partir des propositions des enfants, etc. pour arriver finalement à l'interprétation la plus en phase avec l'ouvrage possible. Et ce qui est intéressant là évidemment, c'est que l'enseignant ne délivre pas sa vision, il accompagne les enfants dans leur questionnement. C'est une posture qui est très très intéressante, mais qui ne peut pas, on ne peut pas arriver là comme enseignant sans finalement avoir nettement préparé avant. Et donc Séverine vous disait qu'on allait vous expliquer aussi qu'est-ce qu'il y a derrière dans le chef de l'étudiant. La première chose évidemment, c'est je suis un étudiant dans un groupe d'AFP, je reçois une classe avec un nombre d'élèves et un âge. Donc je vais m'interroger sur le type de support, donc le livre, l'album, que je veux leur faire lire. Et puis évidemment, pourquoi je pense que cet album, par exemple, est intéressant pour eux. En quoi il leur est accessible et en quoi il est résistant pour eux. Donc je vais m'interroger sur le niveau de lecture des élèves. Ça se fait évidemment avec le MFP et l'instituteur qui nous accueille. Ça, c'est des questions déjà essentielles. Et puis, une fois que je pense que c'est en groupe, les étudiants pensent que cet album est adapté, se pose la question de qu'est-ce qu'on va en faire de cet album. Et donc, on va devoir l'analyser en profondeur, cet album, son sens, son fonctionnement, les zones de résistance, pour pouvoir décider ce qu'on met en évidence. Est-ce que là, on veut faire parler tel message? Est-ce qu'on veut plutôt accentuer sur pourquoi pas un procédé littéraire? Les albums permettent de travailler les procédés littéraires, comme le point de vue, par exemple. Et ces questionnements vont amener les étudiants à choisir les arrêts dont Séverine vous parlait précédemment. Alors peut-être ce qu'on pourrait dire avant, qu'on aurait dû dire juste avant, mais c'est pas très très grave. Avant de travailler sur cet album, en fait, vous en tant qu'étudiant, dans l'AFP, vous allez d'abord vivre un cercle de lecture. Donc c'est vous qui allez prendre la place des élèves, avec évidemment un texte qui sera plus adapté à des jeunes adultes. En tout cas résistant pour vous en tant que lecteur. Voilà, et alors on va vous faire vivre un cercle de lecture pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de comment ça fonctionne et de ce que ça apporte, puisque vous aurez vous-même, normalement, vous allez vous-même sentir les bénéfices de ce type d'approche de lecture. Peut-être partager une expérience. Il n'est pas rare que quand on commence le cercle de lecture et que j'annonce qu'on va s'arrêter, après un premier passage lu, les étudiants trouvent que c'est vraiment pas chouette de devoir s'arrêter à chaque fois. Et quand on arrive en général au bout de ce premier cercle, ils disent « Ah, mais il y a des tas de choses qu'en fait je n'aurais pas vues, auxquelles je ne me serais pas arrêtée,
dans une lecture continue. Donc c'est intéressant de se rendre compte de ça aussi, et c'est aussi pour ça qu'après que les étudiants vivent le cercle, on analyse, on a vécu, mais évidemment on prend une posture d'analyse après, donc on s'écarte un peu de l'émotionnel, du vécu, pour se dire, mais tiens, qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui a fait que j'ai mieux lu, mieux compris? Et donc on déconstruit le dispositif. Une fois que c'est fait, on va avoir une deuxième étape dans cet AFP sur le cercle de lecture, c'est qu'on va aller dans la classe de l'instituteur, le MFP, et on va observer un cercle de lecture. Ce n'est pas nous encore qui le menons, c'est l'instituteur ou l'institutrice, et on va observer le cercle de lecture vécu par les enfants cette fois-ci. Là, ça permet effectivement de voir voilà, comment est-ce qu'ils réagissent. Est-ce qu'ils sont habitués à ce type de dispositif? Oui, non. Du coup, qu'est-ce que ça me dit sur la manière dont je vais envisager les choses? Quel type d'échange est-ce qu'il y a entre les enfants? À quoi est-ce que je dois penser? Comment est-ce que je fais pour relancer un enfant peut-être qui se perd un petit peu dans son interprétation? Tout ça, ça va être observé en classe et puis de nouveau discuter avec nous, hein, avec vous, avec nous, de dire voilà qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, enfin de ce qu'on a vu, et du coup à ce moment-là on peut commencer à préparer son cercle de lecture qu'on mènera dans les classes. Et entre-temps évidemment les étudiants ont lu sur le cercle de lecture, donc je vous avais dit articulation théorie pratique, évidemment on lit, on a du vécu, on a de l'observation, mais il faut s'appuyer sur des textes aussi, des textes de didacticiens qui vont permettre évidemment après de mieux comprendre le cercle. On ne se base pas que sur son expérience, il faut aller un tout petit peu plus loin, une posture un petit peu plus scientifique quand même, en tout cas une posture un peu plus de recherche. Et donc à ce moment-là, on a fait le tour de ce dispositif, mais toujours, on n'a pas encore utilisé. Donc ce qui est intéressant ici, après ces 2 semaines, c'est qu'on va prendre du temps pour construire. Je vous avais dit, on a notre public, on choisit notre album, on l'analyse, mais là, on est encore dans la préparation, dans ce qu'on appelle généralement dans une préparation la fiche matière. On sait quel dispositif on va utiliser, on sait quel album on va faire, on a déjà réfléchi à nos arrêts, pourquoi on comprend aussi, et c'est là qu'on va construire la méthodologie, c'est-à-dire comment on va faire en classe. C'est ça. Et donc, on va construire cette méthodologie en notant vraiment toutes les différentes étapes par lesquelles on va passer lorsqu'on sera devant la classe. Et donc, ce travail de préparation est d'une importance incroyable parce qu'on ne peut pas se permettre, jamais d'ailleurs en tant qu'enseignant, mais encore moins quand on est encore dans la formation initiale, d'improviser. Donc, il y a vraiment un travail de préparation qui est extrêmement important. Mais le gros avantage des AFP, c'est qu'on est là. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail dans lequel vous serez accompagné, conseillé, soutenu, etc. Il faut savoir qu'un AFP, c'est un peu un laboratoire d'expérimentation. Donc en plus, à l'AFP, on a le droit de se tromper. On a le droit d'essayer, de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on aurait dû changer, puis de réfléchir à ça avec nous et de dire, voilà, pour la prochaine fois, je changerai ça, etc. C'est l'objectif, c'est de préparer au stage. Et d'ailleurs, cette réflexion, on l'amène une fois que les préparations sont abouties. Et en fait, on utilise des outils, par exemple, de suivi des préparations des étudiants, de manière à leur donner des conseils, leur poser des questions. Une fois que la préparation est aboutie, les étudiants expérimentent en groupe et ils sont observés par nous, enseignants, mais aussi observés par leurs pairs. C'est-à-dire que les groupes qui n'expérimentent pas à ce moment-là, par exemple au début de matinée, vont observer leurs camarades. Et donc à la fin, quand on réfléchit à comment ça s'est passé, qu'est-ce qui nous a posé problème, qu'est-ce qu'on a découvert qu'on n'avait pas anticipé, qu'est-ce qu'on devra faire la prochaine fois, eh bien on a à la fois en tant qu'étudiant, chaque étudiant a son vécu, ce que lui a observé pendant qu'il le faisait, mais il a aussi le retour de ses camarades qui l'ont observé et le retour de ses enseignants. Et vous voyez que tout ça est très très riche. Et évidemment, encore une fois aussi, on ne peut pas l'oublier, le retour de l'enseignante qui nous accueille et qui, elle, va effectivement partager son expérience d'analyse de personnes du terrain. Donc vous voyez que c'est très très riche en termes d'échanges. Ça remet en question, évidemment, parce que parfois on est parti sur quelque chose sur lequel on était assuré, on était certain que c'était comme ça, et puis en fait, non, finalement ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois, ça marche? Alors on a beaucoup parlé déjà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il faut faire. Donc on voulait d'abord vous demander, merci aux
pour le commentaire de Alawa Remili, merci beaucoup. Donc oui, c'est ce qu'on essaye effectivement, c'est de former au mieux les enseignants pour qu'ils répondent réellement aux besoins des enfants, évidemment, c'est notre objectif. S'il y a d'autres questions, vous pouvez déjà en poser maintenant. Je répondrai au fur et à mesure, mais pour faire quelque chose d'un tout petit peu plus léger, parce qu'on a beaucoup parlé, enfin quoique léger, c'est pas vraiment léger parce que l'analyse d'albums, on va vous montrer des exemples d'albums jeunesse, quelques pages, hein, quelques extraits, on ne va pas tout vous montrer parce que c'est impossible évidemment, et on va vous montrer toute la richesse qu'il peut y avoir dans ces albums qu'on ne soupçonne parfois pas. On a parfois l'impression qu'un album jeunesse, c'est quelque chose pour les enfants qui n'est pas très intéressant. Oui, qu'on va traiter ça en lecture offerte. Voilà, on a un moment de creux dans la journée de la classe et hop, on va leur offrir une petite lecture. Pour qu'ils se reposent, pour qu'ils retournent au calme. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça avec les albums. Et on a de la chance dans le monde de l'album contemporain d'avoir des choses très riches et des albums. Alors peut-être dire aussi que l'album, a priori, c'est un support, un ouvrage dans lequel le texte et l'image se répondent d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas un livre illustré. Il y a un travail beaucoup plus fin sur cette articulation. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'album, c'est pas forcément un support pour petits. On peut avoir des albums qui touchent tous les âges. Alors, on va vous en montrer deux. Le premier, c'est Je suis un lion, qui est ici. Alors, vous voyez que Je suis un lion, on le voit dans l'image, effectivement, déjà. On peut également le voir, hop, dans la quantité de texte, vous le voyez ici. C'est un album qui est effectivement destiné plutôt à des petits. Mais dans le monde de l'album, on peut avoir des choses beaucoup plus exigeantes. Ici, vous avez La promesse de l'ogre de Rascal et Lejon, qui est un album beaucoup plus exigeant, qu'on a parfois du mal même à proposer en primaire. Vous voyez que c'est un album avec plus de texte, et c'est surtout un album dont la thématique est un petit peu plus difficile pour des petits. Alors, des thématiques, il y en a énormément dans les albums. On se rend compte que dans le monde de l'album jeunesse, on touche énormément de thématiques et on propose des messages qui sont parfois plus légers, plus accessibles, et puis parfois très profonds. Alors, peut-être on va en parler de trois. Oui, d'accord. Donc, alors, dans le type de thématique, peut-être plus légère, quoique, il y a quand même des choses en première lecture. Donc, le message ici de cet album-là, c'est en fait donc un petit écureuil, je pense, si je me souviens bien, enfin un petit animal, je ne sais plus exactement ce que c'est, peu importe, c'est peut-être un hamster. Dont le papa est un gangster et qui est un bandit et ce papa aimerait vraiment beaucoup que son fils suive ses traces. Et puis en fait, ce petit animal n'y arrive pas du tout parce que c'est un vrai gentil et donc il n'arrive pas, il s'y prend mal, etc. Bref, le message qui est véhiculé ici par cet album, eh bien, c'est que au départ, le papa est quand même fort déçu de son fils qui n'a pas réussi à suivre ses traces, mais quand il apprend qu'en fait son fils n'est pas un bandit, mais a réussi à sauver d'autres animaux et que donc il est courageux. Et qu'il est donc très courageux. En fait, le père se rend compte qu'il peut être fier de son fils, alors que son fils n'est pas le même que lui, en tout cas ne suit pas ses traces, ne suit pas le chemin que lui avait espéré pour son fils. Donc il y a quand même là un message de « je peux être qui je suis, même si je ne suis pas le même que mes parents, que d'autres gens qui avaient espéré des choses pour moi. » Et donc on voit bien que sous une histoire qui a l'air beaucoup plus accessible et peut-être destinée à des plus jeunes, on a quand même là une thématique intéressante et qui peut leur permettre de questionner aussi et de grandir, de questionner leurs relations et de grandir. Ça c'est important, évidemment. Alors, une thématique beaucoup plus dure. Je vais laisser Soledad expliquer celui-là. Alors ici, Kitty Crowther, c'est une auteure qui travaille des thèmes qui sont parfois effectivement assez interpellants, assez durs. Et dans Moi et rien, elle met en scène un personnage, une petite fille, dont la maman est morte et qui s'est inventé un ami imaginaire qui s'appelle Moi. Et on voit bien que l'appellation... qui s'appelle Rien, pardon. Et on voit bien que le nom qui est donné à son ami imaginaire est un nom évocateur de, finalement, l'absence. Et la difficulté de cette petite fille dans cet album, c'est de ne pas réussir à pouvoir
pouvoir s'appuyer sur son père pour qu'il l'accompagne dans le deuil. Et évidemment, il se passe des choses dans cet album qui va permettre quand même que ce deuil se fasse. Mais vous voyez qu'on est là face à une thématique qui est très complexe, qui peut être douloureuse, mais qui est traitée par justement des métaphores, par des évocations, par beaucoup d'implicites, qui est traitée de manière accessible. Mais évidemment, c'est un album, on peut difficilement laisser les enfants tout seuls face à un album. L'avantage du cercle, c'est qu'on parle et qu'on échange. Alors, je vois qu'on a déjà bien dépassé le temps qui nous était alloué. Donc, peut-être qu'on va passer, on va s'arrêter là pour les thématiques, mais qu'on va peut-être passer aux images. Oui, pour montrer quand même un peu qu'il n'y a pas que du texte dans un album. Hein. Il y a aussi des illustrations. Et ces illustrations peuvent être... C'était celui-là que j'ai choisi ? Oui, tout à fait. Peuvent être très, très poétiques, peuvent être très évocatrices. Alors, vous voyez que ici, c'est un univers qui est très, très beau. L'album s'appelle Mon Bison. C'est un très, très bel univers. Il y a un travail graphique qui est très important. Mais on trouve des albums tout à fait différents. Voilà, donc par exemple les albums de Christian Woltz, qui est quelqu'un qui crée des personnages avec du matériel de récupération. Et donc, voilà, vous voyez que le type d'image est très très différent de ce qu'on vient de vous montrer avec Mon Bison. Vous voyez hein, qu'il a un nez en bois, des yeux en bouton, etc. Et puis après, c'est photographié en fait. Donc là, on est vraiment dans un type d'illustration tout à fait différent de celui, des albums peut-être plus classiques. Tout à fait. Savoir qu'il existe aussi des albums sans texte. Sans images. Et sans images. Les deux, effectivement. Donc, Donc effectivement, il y a des livres, enfin des albums, pardon, dans lesquels il n'y a pas d'illustration et uniquement du texte. Et puis, à l'inverse, je ne sais pas si tu en as un ici, c'est celui-là, voilà. Il y a effectivement des albums dans lesquels il n'y a que des illustrations. Et donc, on va là développer d'autres compétences, évidemment, puisqu'on va devoir décoder l'histoire à travers les illustrations, et ça peut donner lieu en plus après à des exploitations d'écriture intéressantes. Mais donc, ça résiste aussi, c'est pas facile à lire, et il faut discuter pour être sûr qu'on a tous bien compris la même chose, tout en sachant que parfois, dans la lecture, l'auteur nous laisse des zones de flou, dans lesquelles on peut dire, là, on doute, on ne sait pas. On ne sait pas ce que veut vraiment dire cette fin ouverte. Et donc là, on peut imaginer des choses. Voilà, on espère en tout cas que nous avons été clairs, pas trop longues, et puis qu'on vous aura quand même un tout petit peu convaincu de tout ce que les albums peuvent apporter au niveau des apprentissages et de la richesse incroyable que tous ces albums apportent aux enfants et même à nous hein, aussi. Bien sûr. Voilà.